Bonjour à tous, on va pouvoir commencer? Oui, alors je crois qu'il n'y a pas d'introduction de prévu, il n'y a pas de modération de prévu. Je regarde Laetitia là-bas. On va faire un peu freestyle, hein, tous les trois. Le titre qui a été proposé, c'est « Comment les financeurs influencent-ils l'action des ONG ?» Ce qui est une façon déjà un petit peu iconoclaste de poser la question, puisque en théorie, on est censé respecter les acteurs humanitaires un certain nombre de principes fondamentaux que sont le principe d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Donc dans la façon même dont la question est posée, c'est cette indépendance qui est questionnée. On va voir comment on s'en saisit les uns et les autres. Comme j'ai rien préparé, je suis incapable de présenter mes deux collègues en dehors de leurs fonctions respectives. Et chacun se présentera. Donc, ce dont on est convenu quand même, on n'est pas complètement lâché dans la nature et nous avons préparé cette séquence avec Laetitia, c'est que je vais planter le décor de donner quelques repères chiffrés sur les questions générales de l'aide humanitaire et plus particulièrement sur un sujet qui me préoccupe beaucoup, qui est la question du modèle de financement, du modèle économique. Parce que, à la fois à travers mon expérience de dirigeant associatif, mais aussi mon expérience dans la vie publique ou dans les politiques publiques, je pars d'un postulat simple qui est que rien ne dit plus de choses sur le sens politique que l'étude d'un budget. Un budget, c'est comme les lignes de la main. Dire qu'on met 4% de financement sur le modèle de santé ou dire qu'on met 12% de la richesse nationale sur un système de santé, ça a du sens. Et donc, c'est ce postulat que je vais partager avec vous. Et or, quand on s'intéresse au modèle économique de l'aide humanitaire internationale, vous verrez qu'il se dégage des tendances lourdes qui nous renvoient à la question. Compte tenu de la photographie que je vais partager avec vous sur quels sont les financeurs de l'aide humanitaire, cette photographie des donateurs induit-elle des suspicions possibles ou des questions possibles quant au fait que ces donateurs pourraient avoir des arrière-pensées qui viseraient à aboutir à ce qu'au fond l'aide humanitaire ne soit pas aussi indépendante qu'on le souhaiterait à travers la simple lecture de qui donne pour cette enveloppe annuelle. Donc voilà les dernières informations d'un document qui pour moi est un livre de chevet chaque année, hein, le Global Humanitarian Assistance Report, qui montre d'une part, je ne vais pas m'attarder sur ce schéma, mais la progression très importante du nombre de bénéficiaires depuis 10 ans, et qui fait que sur les projections 2023, on était à une estimation d'environ 400 millions de personnes relevant de la solidarité internationale d'urgence. Première diapo qui nous renvoie au modèle économique. Quel est l'argent qui est dépensé chaque année? Et là aussi, je ne vais pas m'attarder, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir après. Il a été dépensé en 2022 pas très loin de 50 milliards de dollars d'aide humanitaire d'urgence. Il y a des chiffres, quand je parle d'argent, que j'aime bien partager, parce que qui sont les trois voies possibles, il y en a d'autres, de la solidarité internationale. Ces chiffres, c'est 50, 180, 480. 50 milliards, c'est à peu près le niveau d'engagement de dépenses annuelles ces dernières années sur l'aide humanitaire d'urgence. 180 milliards de dollars, c'est le budget de l'aide publique au développement de ces dernières années. Et 480 milliards de dollars, c'est-à-dire la principale source de solidarité internationale, c'est les remises migratoires, c'est-à-dire les sommes que les diasporas renvoient dans leur pays.
J'utilise 480 milliards parce que les derniers chiffres sont beaucoup plus élevés, 680, 780 milliards de dollars, mais je veux éviter l'artefact qu'a constitué la guerre en Ukraine. Donc nous étions sur un niveau de base d'environ 500 milliards de dollars, c'est-à-dire les remises migratoires sont la première forme de transfert de financement de solidarité internationale. Je referme cette petite parenthèse et je reviens donc à mon point sur les 50 milliards de dollars. Et vous voyez que environ entre un cinquième et un quart sont amenés par les ONG, ce qui n'est pas rien, c'est-à-dire les ONG ne sont pas qu'un outil mineur, ni dans la réponse opérationnelle, ni dans la capacité à aller chercher des financements. Et on verra que ces fonds amenés par les ONG ne sont pas eux-mêmes exempts de ce que j'appelle une compassion à géométrie variable. Je pense que Myrène aura l'occasion d'évoquer ça avec la chaîne du bonheur. Autrement dit, on peut prêter aux pays donateurs, aux États donateurs, le fait d'avoir une compassion à géométrie variable. On peut être plus ou moins sévère sur pourquoi ils ont une compassion à géométrie variable. J'y reviendrai peut-être après dans les débats. Mais force est de reconnaître que sur presque un quart des financements qu'amènent les ONG, cette compassion peut aussi être à géométrie variable. Diapo suivante, cette fois-ci, je m'intéresse non plus aux sommes dépensées, aux milliards dépensés, mais aux sommes qui sont chaque année projetées par OCHA, puisque vous savez que chaque début d'année, les Nations Unies font une évaluation des sommes prévisionnelles qu'ils estiment nécessaires de devoir collecter pour faire face à l'encours des crises existantes. C'est-à-dire, dans ce qui est projeté là sur l'année 2023, n'aura pas été, par exemple, n'auront pas été compris ni le séisme au Maroc, ni les inondations en Libye, ni bien sûr la crise majeure que constitue la situation de Gaza. Et vous voyez que de façon relativement stable depuis 10 ans, il y a un manque à gagner entre ces sommes appelées et les sommes retenues qui est d'environ 40%. Il manque 40% dans les chiffres appelés annuellement par les Nations Unies. Il y a eu une année particulièrement mauvaise qui a été l'année du Covid, où on est tombé à près de 50%. Les détracteurs de ces analyses disent que ces résultats sont tels qu'ils sont présentés ici, mais que peut-être faut-il aussi s'interroger sur la façon dont les Nations Unies évaluent les besoins, sur la façon dont les Nations Unies gèrent leur budget, le niveau de rémunération très élevé des fonctionnaires des Nations Unies, etc. Autrement dit, il y a tout un tas il y a une partie des critiques au sein, entre autres, des pays de l'OCDE qui disent, bon, certes, ils n'obtiennent que 60% des financements qu'ils appellent, mais peut-être ces évaluations des prospectives des besoins de l'année à venir sont-ils un petit peu surévaluées ou surjouées par le niveau de rémunération, par le niveau des maisons, par le niveau des retours régulièrement dans les pays d'origine, etc. Je vous livre ça pour alimenter éventuellement les débats. Et donc, mon propos il va tourner autour de 2 points essentiels. Le mode de financement tel qu'il existe aujourd'hui, il est, de mon point de vue, nécessaire de le revisiter parce que, d'une part, il pose des problèmes volumétriques. C'est ce que j'ai commencé d'essayer de mettre en évidence. Les Nations Unies n'arrivent à récolter que 60% des sommes qu'ils estiment nécessaires. Les ONG et les fonds privés apportent entre un quart et un cinquième. Est-il satisfaisant que ce soit des donateurs individuels qui pallient ou qui donnent les moyens aux grands acteurs humanitaires de faire face à des crises mondiales? Est-ce qu'on peut se satisfaire en tant que citoyen engagé d'une situation qui ferait que c'est la mère Michu et le père Dodu, vos parents, les miens, mes frères, mes sœurs, qui contribuent pour un quart de l'enveloppe annuelle des malheurs du monde? Ça pose des questions quand même. Donc ça, c'est sur l'aspect volumétrique. Sur l'aspect maintenant plus politique, je ne sais pas si vous y voyez bien parce que les histogrammes sont un peu petits. Vous avez là la liste des 20 pays donateurs. Pour de vrai, les 10 premiers apportent 87%. Autrement dit, l'enveloppe financière annuelle des fonds gouvernementaux, elle est abondée pour de vrai à presque 90%
par 10 pays donateurs. Comment ne pas imaginer qu'un certain nombre de gens qui nous observent soient suspicieux quant au fait que 10 pays, dont vous avez la liste sous les yeux, qui sont majoritairement des pays occidentaux et des grandes puissances, abondent à près de 90% cette enveloppe annuelle? Comment ne pas imaginer que certains nous prêtent à l'aide humanitaire des allures de soft power? Ce que vous montre aussi ce diagramme, c'est que ces pays, si on s'intéresse à la part qu'ils représentent dans le revenu national brut mondial, n'ont pas tous la même générosité. Certains sont de bons élèves, comme, entre guillemets, comme l'Allemagne, comme la Suède, comme les Pays-Bas, c'est-à-dire qu'ils donnent un pourcentage plus important que la part qu'ils ne pèsent réellement dans le revenu national brut mondial. C'est ce que vous dit ce schéma, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors ça, c'est plus pour moi. Et je ne sais pas revenir en arrière dans les faiblesses organisationnelles. Je ne sais pas revenir en arrière. Si, voilà, miracle. Voilà en gros ce que je voulais vous dire. Donc, un système qui dépense environ 50 milliards de dollars par an, qui est déficitaire au plan volumétrique, qui pose des questions politiques, d'une part parce que 10 pays à eux seuls sont à l'origine de 90% des financements, que ces financements sont volontaires, je donne ce que je veux pour la crise que je choisis, et est-ce que ça, c'est donc le pays qui donne, qui choisit les malheurs qu'il va vouloir soutenir. Il donne de façon annuelle sur des crises que l'on sait pluriannuelles. Si je prends quelques-unes des crises majeures aujourd'hui, le Soudan du Sud, le Yémen, l'Afghanistan, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et la situation dans le Kivu, etc. Et nous pilotons, ce système est piloté sur une base de financement annuel. Autre problème politique et autre problème qualitatif. Et dernier problème qualitatif, la question des dépenses engagées par les acteurs locaux. Le sommet humanitaire d'Istanbul avait acté, nous étions en 2016, à ce moment-là nous étions à 2,4% du budget annuel dépensé par les acteurs locaux. Istanbul avait recommandé qu'on aille à 25% à horizon 2020. Et non seulement nous ne sommes pas dans une dynamique vertueuse, mais nous avons régressé en ce qui concerne le budget dépensé par les acteurs locaux depuis le sommet d'Istanbul. Donc on n'est vraiment pas engagé dans une dynamique vertueuse à cet égard, même si on peut se poser des questions sur les difficultés qu'il peut y avoir à laisser un quart de l'enveloppe annuelle gérée par des acteurs locaux. Ce que disent un certain nombre de détracteurs, avons-nous les garanties que ces acteurs locaux, dans des contextes bien compliqués comme le Yémen, comme la Syrie, seront-ils des acteurs dont on sera rassuré quant au fait qu'ils appliquent eux-mêmes les 4 principes fondamentaux par lesquels j'ai commencé et je vais terminer: humanité, neutralité, impartialité, indépendance. Ce sont des doutes qu'émettent certains détracteurs qui sont suspicieux quant à l'idée d'octroyer un quart des financements par les acteurs locaux. J'espère, Daoud ne m'a pas fait signe, donc je dois être dans les temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup Pierre. On ne s'est pas présenté encore, mais évidemment tout le monde vous connaît. C'est très facile de vous présenter. Moi en revanche, je suis nouvelle. J'ai rejoint la chaîne du bonheur il y a 2 ans. Préalablement, j'étais responsable d'une fondation d'entreprise à Paris qui travaillait dans le monde entier pour l'égalité femmes-hommes. Et avant ça, aux Nations Unies, où certes les salaires sont élevés, mais la qualité de vie ne l'est pas toujours. Donc, on a vécu ces expériences-là en direct. Aujourd'hui, je dirige donc une fondation suisse que parfois peut-être certains d'entre vous connaissent déjà, qui est à l'échelle nationale la plateforme en fait d'appel aux dons humanitaires. Et j'en dirai quelques mots. Mais pour bien pouvoir rebondir sur les propos qui précèdent, effectivement, nous, on se catégorise plutôt dans ces fonds privés
issus de la générosité du public et des collectivités locales, éventuellement villes, cantons, non pas des dons fédéraux qui, eux, sont considérés de l'aide bilatérale et qui vont rentrer dans l'autre catégorie. Les fondations aussi rentrent dans ce schéma-là. Donc je voulais très brièvement passer, voilà, pour comprendre un petit peu de quel point de vue je me positionne. Donc nous, on va plutôt pouvoir éclairer le point de vue du bailleur de fonds qui se dit responsable. Celui qui est absolument responsable de la qualité de l'action humanitaire qu'elle va financer, mais bien entendu aussi redevable aux donateurs sur la traçabilité de ces dons. Donc notre histoire, elle est emblématique parce qu'elle part vraiment des appels à la générosité suite à la Deuxième Guerre mondiale, appelés par la radio en Suisse, et qui peu à peu se sont transformés et institutionnalisés dans cette fondation qui est née en 1983 de manière indépendante des médias, mais nous restons à cette date extrêmement proches de l'entreprise globale des médias publics suisses, la télévision et la radio, et qui nous relaie nos campagnes de façon massive quand nous les appelons pour cela. Notre action, elle est centrée sur 3 domaines. L'aide à l'enfance historiquement, mais aujourd'hui je dirais que c'est plutôt une plus petite partie de notre portefeuille. C'est essentiellement l'aide humanitaire internationale qui nous occupe. En deuxième partie, nous avions un rôle historique dans les catastrophes naturelles en Suisse. On pense qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a quand même eu quelques-unes. Et dans l'avenir, les changements climatiques et la fonte des glaciers peuvent nous amener à intervenir. Et bien évidemment, rester conscient des inégalités dans tous les pays et dans le nôtre également. Nous faisons aussi du financement de projets plus classiques dans l'action sociale. Je vous affiche ici les chiffres de 2022. Ils ont été nécessairement très grands puisque c'était une année vraiment très conséquente en termes de besoins humanitaires. Pierre en a cité les crises récurrentes, mais bien sûr l'Ukraine a occupé tous les esprits, sachant que pour nous, l'année a été divisée vraiment en 2 grands moments. Le premier semestre autour de l'Ukraine et le deuxième vraiment penché sur la question de l'insécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique, sujet qui n'a pas du tout fait la une des médias, et donc nous avons été un peu à contresens de notre fonctionnement habituel sur cette campagne qui a quand même permis de financer un certain nombre de projets pendant toute cette année en Somalie, en Éthiopie et également au nord du Kenya. Donc évidemment, nos interventions vont varier d'une année sur l'autre selon les moyens qui sont collectés et les crises les plus actives. Mais ayons conscience que nous ne versons pas tout dans la première année. La plupart des financements nous permettent d'agir en réalité sur 2 à 5 ans selon le volume récolté. Ça, c'est pour le scope. 2023 est une année beaucoup plus multiple, on va dire, que 2022. On avait fait la liste pour une précédente présentation avec les photos, c'était très joli, mais entre-temps, j'aurais dû en rajouter 3 autres à la main, parce que ma graphiste n'arrive plus à suivre, en fait. C'est assez impressionnant. On a donc les fonds permanents sur lesquels j'ai pu faire mention de l'Ukraine. Bien sûr, en début d'année, très grande catastrophe en Syrie et en Turquie, qui a récolté la majeure partie des fonds cette année. C'était plus de 33 millions de francs suisses. Et depuis lors, un certain nombre de crises qui ne sont pas de moindre ampleur, mais qui n'ont pas suscité la même générosité, malheureusement. Et on pourra revenir en question peut-être sur les motifs, sur les types de crises qui sont des leviers et pour lesquels les médias vont jouer un rôle moteur. Et même dans les crises comme celle plus récente et dans laquelle nous sommes encore vraiment intégralement plongés, qui est celle du Proche-Orient, puisque nous sommes obligés d'être extrêmement attentifs, et nous avons bien raison de l'être, sur le fait de rester très impartial dans cette crise. Nous avons bien conscience que les gros besoins humanitaires sont à Gaza, mais nous devons rester prêts à intervenir là où les victimes se trouvent, incluant en Israël ou dans les pays limitrophes si besoin. Et donc cette crise-là, aujourd'hui, je veux dire que la générosité, si je peux être tout à fait honnête, elle n'est pas au rendez-vous.
Donc, par conséquent, notre action postérieure ne sera pas forcément d'amplitude. Voilà. Donc, j'ai à cœur de noter quand même que la présence du sujet dans les cœurs des gens, au travers des médias ou simplement par proximité géographique, on ne s'explique toujours pas les 133 millions de francs qui ont été récoltés pour l'Ukraine l'année dernière. On les apprécie, on a remercié évidemment toutes celles et ceux qui ont participé de cet effort incroyable, mais à l'aune des besoins mondiaux, c'est disproportionné. Et cela a été clairement dit par de nombreux acteurs humanitaires qui ont vu leurs opérations dans d'autres pays devoir réduire significativement ou simplement ne pas obtenir le niveau de financement requis. Voilà pour ce qui est des collectes actuelles, et je pourrais expliquer davantage comment elles se déroulent si ça vous intéresse. Mais je cite évidemment en premier lieu les opérateurs, les organisations avec lesquelles nous travaillons. Elles sont citées ici, certaines seront présentes demain si vous êtes encore là. L'intérêt en fait de cette plateforme d'ONG, c'est que nous les avons accréditées et que par conséquent la distribution des fonds va se faire de manière extrêmement rapide parce qu'il n'y a pas tout un protocole de vérification qui doit être fait au préalable. Et par ailleurs, nous les connaissons très bien. Certaines d'entre elles siègent même dans notre gouvernance. Et nous faisons en sorte d'être extrêmement proches de nos organisations opératrices pour connaître la situation sur le terrain, pour pouvoir mesurer l'urgence, on va dire, de lancer ou non une collecte. Dans certains cas, elles nous interpellent sur des situations. Et bien entendu dans la mise en œuvre pour s'assurer de leur capacité à intervenir, de la qualité des projets qui sont réalisés, puisque nous pouvons nous-mêmes mener des visites et être présents à leur côté quand c'est nécessaire. Alors, actuellement, et je peux témoigner de ça, nous avons mené à bien des visites de terrain en Colombie. J'y étais moi-même la semaine dernière sur des projets dans le domaine de l'éducation pour le retour à l'école des enfants qui avaient été privés de scolarité pendant le Covid. Et sachez qu'en Amérique latine, c'est pratiquement 2 ans d'école qui ont été perdus, et donc une certaine tranche d'âge qui a vraiment beaucoup souffert de cela. La visite était très intéressante et j'ai une de mes collègues qui est actuellement sur place avec des journalistes pour mener à bien des reportages qui seront ensuite retransmis dans le cadre de la campagne pour l'éducation que nous allons mener en décembre. Donc on alimente aussi la générosité en parlant de ce qui a été réalisé. Vous voyez, ça va ensemble. Et donc, pour recentrer un peu le débat sur le thème de cette conférence aujourd'hui, en quoi est-ce qu'on les influence ? Bien sûr, on peut prétendre être parfaitement neutre et non biaisé dans la manière dont nous octroyons ces financements, mais en toute honnêteté, je pense qu'on joue un rôle majeur dans la manière dont les ONG peuvent intervenir. D'abord parce qu'on les sélectionne, vous l'avez vu, il y en a 26, mais il pourrait y en avoir 30, il pourrait y en avoir 50. La manière dont elles vont redistribuer ces fonds aussi à des organisations locales. Qu'est-ce que l'on compte comme faisant état d'une localisation réelle de l'aide ou pas? Est-ce qu'on peut favoriser directement des financements? En Roumanie, en Moldavie et en Ukraine, nous sommes actuellement en train de piloter des financements directs, ce qui n'est pas évident sur le plan de discours public, mais nous le faisons quand même pour tout à fait rentrer dans cet engagement mondial. Et nous les influençons bien sûr sur la manière dont les appels d'offres sont faits. Les lignes directrices, comme nous les appelons, ou les conditions cadres d'un appel d'offres, sont en soi des critères de conditionnalité. Je peux en citer quelques-uns. Quand il s'agit de faire du financement ouvert à toutes les organisations, quel que soit leur domaine de spécialité, on va quand même lister les secteurs sur lesquels nous sommes prêts à entrer en matière. Que ce soit la santé, l'aide en cash, les abris, la question de la protection. On va influencer éventuellement les modalités par lesquelles ils peuvent intervenir. On peut être amené à dire nous préférons l'aide matérielle en nature sur le fait de faire du financement cash ou de distribuer des vouchers qui sont une autre modalité. On peut influencer la géographie. Très clairement en disant bon écoutez, nous on est un petit pays donateur, la Suisse, on ne va pas se disperser sur tout le territoire ukrainien. Bon, ça serait aller à l'encontre de la logique d'intervention qui est propre aux ONG. Donc on s'est retrouvé effectivement 2 ans après avec
un panel d'intervention en Ukraine qui va de l'extrême ouest à l'extrême est, avec des natures d'intervention extrêmement diverses. C'est vrai qu'en termes de pilotage, pour nous, c'est pas évident. Mais on est conscient que c'est seulement en répondant à des besoins qui ont été analysés en local, avec les opérateurs de chacun de nos partenaires, que nous allons en fait réellement être pertinents. Je crois aussi qu'on peut les influencer, et cela, je l'espère, est favorable, dans la manière de travailler et de coordonner entre eux leurs activités. On s'efforce en tout cas de créer cet espace de dialogue, que ce soit localement dans les pays concernés, notamment aussi avec les autorités publiques, bilatérales ou multilatérales. Vraiment, c'est un critère de qualité majeur que nous surveillons, c'est est-ce qu'ils se coordonnent en local avec les institutions présentes, qu'elles soient importées de l'extérieur dans le cas de crise majeure où il y a une véritable disruption du rôle gouvernemental, ou, si je reviens au cas ukrainien, la coordination avec les autorités locales est majeure et indispensable. Mais nous, indirectement, jouons aussi un rôle sur les sujets transverses qu'ils vont porter. J'en cite quelques-uns. Tout ce qui touche au renforcement des capacités des partenaires. Dans quelle mesure, dans les budgets qui nous sont soumis, il va y avoir une part qui est non conditionnelle et qui va permettre aux partenaires locaux aussi de renforcer leurs compétences et durablement se conditionner pour agir dans leur milieu. Dans quelle mesure on peut introduire la question du focus genre, par exemple, ou du focus sur l'environnement, faire en sorte que beaucoup de nos projets, aujourd'hui, impactent un petit peu moins l'environnement, parce qu'on ne peut pas dire qu'elle va être neutre sur l'environnement, mais on doit faire en sorte de ne pas créer plus de dégâts. Ce sont quelques exemples, je ne sais pas s'il me reste encore quelques minutes pour illustrer cela, mais je crois que la situation actuelle de multicrise, de fatigue peut-être rencontrée par les donateurs du privé, enfin, qu'ils soient institutionnalisés au travers de fondations ou de donations de collectivités, ou même les personnes physiques. On ne sait peut-être même plus en fait comment prioriser nos dons à titre personnel. Et une fois que les fonds sont récoltés dans les institutions comme la mienne, comment est-ce que nous effectuons nos priorités ? Est-ce qu'on met l'accent en recrutant plus de personnes pour faire du plaidoyer, par exemple ? Ou est-ce que nous insistons sur la qualité et la traçabilité de l'aide ? Nous-mêmes avons des moyens réduits dans notre structure pour faire des choix de ressources humaines. Voilà, je crois que c'était effectivement ma dernière diapositive, et je vous ai mis le panneau qui est aujourd'hui public et sur lequel nous sommes actifs par rapport à cette crise humanitaire au Proche-Orient, la collecte active. Il y a un enjeu politique sous-jacent à chacune de ces campagnes, et il nous appartient de traiter ça avec beaucoup de sensibilité. Le gouvernement suisse, qui a une action en Palestine depuis de très nombreuses années à travers la DDC, a dû faire une annonce il y a quelques semaines qui a fait beaucoup de bruit sur le fait qu'elle retirait son agrément à 11 ONG locales palestiniennes en ce moment. Mais ça a été interprété comme une défiance à l'égard de ces organisations. C'était peut-être pas leur intention, c'était lié au changement de nature en fait des interventions qui sont menées actuellement dans ce territoire où on est repassé dans une crise de très très grande ampleur et aiguë. Donc c'est plutôt eux qui ont eu à gérer, on va dire, un bad buzz autour de cette question. Pour nous, l'aide humanitaire, elle est aujourd'hui bloquée. On voit bien qu'on ne peut pas agir à l'échelle de ce que nous voudrions faire. Mais comment faire pour être un bailleur responsable dans ces conditions ? Je dirais que c'est une réflexion de tous les instants. Et sur ce, je pense qu'on pourra écouter l'avis aussi d'un bailleur bilatéral. Merci Myrène, je vous prends la télécommande. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Annemasse. Alors je repars un petit peu en arrière. Donc moi, au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et donc malgré mon nom de famille, ça n'empêche pas de s'appeler l'espagnol, j'étais diplomate français. Donc voilà, tous ceux qui éventuellement ont des noms de famille bizarres, que ça ne vous bloque pas en tout cas pour rejoindre notre ministère.
Au sein du ministère de l'Europe des Affaires étrangères, bon, bien sûr, il y a une grande direction générale de la mondialisation, il y a une petite équipe de 13 personnes qui s'appelle la délégation pour la société civile, l'engagement citoyen et la jeunesse. Et donc on a un petit peu la porte d'entrée pour le dialogue politique entre notre ministère et les ONG de développement humanitaire que vous représentez pour certains d'entre vous. On a aussi une visibilité sur l'ensemble de nos financements au titre de l'aide publique au développement qui vont aux organisations de la société civile. Et on s'occupe aussi de tout ce qui est les programmes d'engagement citoyen, que ce soit du volontariat de solidarité internationale, du service civique à l'international, le volontariat d'échange et de compétences pour les professionnels qui a été évoqué lors de la précédente table ronde. Donc vous verrez, j'ai quelques petites brochures que je mettrai sur l'un des stands et n'hésitez pas à leur dépose de venir voir pour en savoir un petit peu plus. Alors pour commencer par une boutade par rapport à l'intitulé de la table ronde, les ONG aussi influencent l'État, clairement, et les bailleurs de toute façon, parce que beaucoup de nos dispositifs, je ne vais pas dire que c'est de la co-construction avec les organisations de la société civile, mais il y a énormément de consultations en amont, d'échanges, de retour du terrain sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, comment il faut adopter nos propres canaux de financement. D'autant qu'une bonne partie de mon métier, c'est mettre des ronds dans des carrés, parce qu'on a soit un projet innovant, soit un projet politiquement on demande de soutenir, ça ne correspond pas exactement au dispositif de financement défini, et donc voilà, on essaye de faire rentrer un rond dans un carré, et donc soit on tape très fort et à la fin il reste ni carré ni rond, soit on essaye de faire un petit peu bouger le carré, un petit peu bouger le rond, et généralement on arrive à trouver des solutions, mais effectivement c'est pas simple. Du coup, sur l'influence des ONG, ça passe par différents canaux. On a d'une part le Conseil national du développement de la solidarité internationale, le CNDSI, qui est l'instance un petit peu formelle de dialogue entre notre ministère et l'ensemble de la société civile active sur les questions de développement. Et alors juste, vous verrez, je parle beaucoup de développement. Effectivement, à la différence de Pierre, j'ai un périmètre un peu plus large dans mon propos. Je suis aussi bien sur l'humanitaire que sur l'aide publique au développement, qui est effectivement un petit peu plus large, notamment en termes de chiffres. Et donc, au sein de ce conseil, on retrouve la CIRMA, qui représente la RRMA, on retrouve aussi Coordination Sud, on retrouve différentes ONG, on retrouve aussi des syndicats, on trouve des plateformes multi-acteurs, des think tanks, des élus, et y compris, et c'est important, 10% des membres sont des personnalités qualifiées étrangères, parce qu'effectivement, on voit bien l'évolution, on était sur une historique de très nord-sud descendant, on voit bien que les rapports de force, c'était évoqué à la précédente table ronde, évoluent, donc c'est important aussi pour nous que dans nos propres instances de consultation, voire de décision, on puisse aussi avoir ce regard de nos pays partenaires. On a aussi, au conseil d'administration de l'Agence française de développement, on a aussi un représentant de la société civile qui se trouve être à l'heure actuelle le président de Coordination Sud. Il y a aussi eu un énorme travail de plaidoyer qui a été fait par Coordination Sud lors des débats en amont de la loi développement du 4 août 2021, qui est effectivement la dernière loi sur laquelle on base l'ensemble de nos actions. Les RRMA aussi, alors au niveau local, ont des échanges aussi avec les collectivités locales, et pour avoir dans une autre vie travaillé en collectivité, je sais aussi à quel point ce dialogue est assez fort entre les élus locaux, les techniciens des collectivités et les associations du territoire pour essayer de faire évoluer les dispositifs. Et on assume complètement ce rôle de plaidoyer des OSC, vu qu'une part de nos financements finance aussi du plaidoyer qui est fait par les ONG. Alors nous, on préférait que ce soit un plaidoyer qui soit davantage dans les instances internationales, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Genève, que ce soit à New York ou à Paris à l'OCDE, parce que les anglo-saxons sont très forts là-dessus, les Français un peu moins, donc alors qu'il y a aussi une manière française de faire de l'humanitaire, de faire du développement, et nous, en tant que ministère, on a envie effectivement que les OSC françaises soient plus audibles là-dessus, mais on assume aussi que c'est un plaidoyer que nous, on finance en partie et qui est directement auprès du ministère, auprès de nos élus. Peut-être un petit peu quelques chiffres sur effectivement des éléments qu'évoquait Pierre sur forcément ce qui peut avoir un phénomène de dépendance parfois pour certaines ONG par rapport au financement public. Là, vous voyez à l'écran donc la part de l'aide publique au développement française qui transite par les OSC. Donc il faut savoir que l'aide publique au développement française en 2022 c'était 15 milliards, ça a fortement augmenté ces dernières années, maintenant on n'est que le 4e bailleur mondial, et il y a historiquement sur la part qui transitait par ou pour les OSC, la France est un petit peu en retard par rapport à d'autres bailleurs occidentaux,
parce que historiquement, c'était pas forcément notre manière de faire. Et en fait, depuis une dizaine d'années, ça a doublé tous les 5 ans. Et donc là, sur le quinquennat passé, il y avait une ambition du gouvernement qui était de passer en 2017 de 310 millions d'APD qui passaient par les OSC à une cible qui était pour 2022 d'un doublement, donc 620 millions. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a réussi à dépasser cette cible en étant à 711 millions d'euros. Et donc là, c'est tout canaux confondus. Vous avez à la fois de l'humanitaire, qui peut être des crédits en fait du centre de crise du ministère, qui sont directement donnés à des ONG françaises, qui peuvent être aussi des ONG anglo-saxonnes par exemple ou locales. Ça dépend un peu de la nature du besoin. Vous avez aussi des crédits du ministère de l'Europe des Affaires étrangères qui peuvent être dépensés soit par les ambassades, soit directement en centrale. Vous avez aussi des crédits de l'Agence française de développement qui sont en fait des crédits du ministère qui sont confiés à l'AFD pour ensuite financer des projets des OSC françaises. Et on inclut aussi les crédits des collectivités locales françaises qui sont déclarés auprès de l'OCDE comme de l'APD. Donc vous voyez une assez forte hausse. Il faut savoir que pour le quinquennat qui vient, on n'a plus d'objectifs chiffrés de doublement comme on avait par le passé. Tendanciellement, ça va probablement continuer à s'augmenter, notamment par le biais humanitaire, vu que l'année dernière, on était à 500 millions de crédits humanitaires, on va passer à 700 millions l'année prochaine et le but maintenant c'est d'être à 1 milliard de crédits humanitaires français d'ici 2025 et une bonne partie de ces crédits humanitaires passent par les ONG, une autre passe par les organisations internationales, le système onusien. Donc voilà un petit peu pour les perspectives. Sur les géographies, il n'y a pas de secret. Effectivement, une grande partie de ces montants viennent sur l'Afrique, l'océan Indien, et puis l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et juste à titre informatif, pour effectivement les principaux récipiendaires les années précédentes, donc voilà, donc on trouve des grosses ONG françaises sans surprise, aussi des ONG internationales. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée des montants. Mais voilà, il y a une liste très longue et ça arrive aussi sur des ONG nettement plus petites. Peut-être juste sur ces questions d'APD-OSC, il y a 2 canaux différents. Il y a effectivement un canal qui on fait du financement par, c'est-à-dire qu'on utilise un petit peu les OSC pour faire du financement sur une thématique ou sur une géographie qui nous paraît prioritaire, donc ça peut passer par des appels à projets. Et puis un autre canal qui relève du droit d'initiative, avec notamment un guichet de l'AFD qui s'appelle le dispositif initiative OSC, où là c'est un appel à manifestation d'intérêt qui n'est pas du tout géographique, pas du tout thématique. On finance quasiment tout, pas n'importe quoi, je vous rassure, mais en tout cas une grosse variété. Et c'est vraiment les ONG qui viennent nous proposer des projets sur les géographies, les thématiques, les sujets qui leur paraissent prioritaires. Et c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important pour la communauté associative sur cet respect du droit associatif. Ce n'est pas forcément des choses que tous les bailleurs font. Je me souviens que j'avais un collègue néerlandais que j'avais rencontré qui avait passé 1 heure à Coordination Sud à se faire expliquer le droit d'initiative. Après, il me disait je ne comprends pas ce que c'est le droit d'initiative. Nous, on n'en fait pas. Il y a d'autres bailleurs qui sont effectivement uniquement sur de l'aide projet, sur des géographies qui décident. Parce qu'effectivement, l'aide humanitaire ne sera jamais complètement étanche des autres politiques publiques d'un État, que ce soit la qualité de la relation bilatérale. C'est clair que, pour prendre un exemple qui est hors du champ de développement, on a forcément plus de coopération et de projets avec la Corée du Sud qu'avec la Corée du Nord. Alors qu'effectivement, on sait qu'il y a aussi des besoins en Corée du Nord, mais forcément, l'État peut être plus ou moins ouvert, l'État peut avoir une position plus ou moins hostile vis-à-vis des acteurs français ou francophones. Et donc forcément, tout ça, ça serait naïf que de croire que ça n'a pas un impact, que ce soit sur le terrain ou que ce soit au niveau des décisions dans les capitales. Mais l'idée, c'est effectivement de travailler collectivement pour qu'on arrive à répondre aux besoins dans un pays, aussi en prenant compte que forcément, certains pays, par rapport à leurs histoires, leurs points forts, ainsi de suite, ou le choix de travailler sur certaines niches, si c'est un État d'une taille un peu plus petite, et il y a aussi quelque part une coordination entre bailleurs parfois pour... On ne va pas dire pas se répartir les pays, mais c'est historiquement, forcément, le Royaume-Uni plus sur la zone de l'Afrique anglophone, la France sur l'Afrique en francophone, et ainsi de suite. Ça, c'est un petit peu normal. Là où on essaye aussi d'être un petit peu clair, c'est on s'est doté au printemps d'une stratégie, donc vous pouvez trouver en ligne sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, donc la stratégie Société civile et engagement citoyen
2023-2027. C'est effectivement là, nous, les priorités qu'on se donne pour travailler avec vous sur ces sujets. Et il y en a une qui est essayer en partie de faire évoluer nos dispositifs de financement pour être plus à l'écoute de vos besoins. Et donc, il y a un grand débat qui est pouvoir passer en partie de financement projet à du financement structurel. Je sais que c'est une grosse attente des associations. C'est pas simple à faire parce que pendant 20 à 30 ans, dans tout ce qui était management public, ainsi de suite, on veut dire il faut pas financer de fonctionnement, il faut financer du projet. C'est avec du projet, on sait ce qu'on finance, patati patata. Il faut pas financer de salaire et ça, c'est encore très prégnant. Donc, on essaye petit à petit de faire évoluer certains dispositifs. Par exemple, depuis quelques années, avec l'AFD, on a des conventions de partenariat pluriannuel, les CPP, alors qui sont plutôt pour des grosses ONG, mais où c'est un contrat sur 5 ans, on s'engage, où l'ONG s'engage sur tout un ensemble d'actions qui peut varier en fonction de l'actualité, et on n'est pas simplement sur du projet. Et donc l'idée, c'est aussi de donner une visibilité à ces associations qui aient au moins une visibilité sur 5 ans sur leur financement de l'AFD. Donc ça leur permet d'appeler d'autres financements. Nous, à une plus petite échelle sur le MAE, c'est des choses qu'on commence aussi à faire. On essaye aussi de faire gagner en taille certains Français. Alors je sais que c'est pas un choix qui fait l'unanimité dans la communauté, mais toujours dans cette idée de soit un impact systémique sur le terrain, soit aussi d'aider les acteurs français à accéder plus facilement au financement des grosses fondations américaines ou des bailleurs multilatéraux qui sont souvent plutôt trustés par les OSC anglo-saxonnes ou allemandes. C'est essayer de faire un peu grimper à l'échelle les grosses ONG. Donc c'est vrai que du coup, pour le niveau des moyens, il y a peut-être un petit peu moins de financement et ça peut influencer vos trajectoires. Pour nous, c'est aussi une complémentarité à construire avec les fondations privées ou les collectivités locales qui, pour les plus petits acteurs du terrain, seraient plutôt, nous on les orientait plutôt vers ce niveau de financement que vers le niveau de l'AFD, parce que c'est clair qu'au niveau de l'AFD ou du ministère, c'est très compliqué de gérer les petits financements, parce que le coût de chaque dossier est énorme. Donc parfois, on travaille avec certaines de vos structures pour faire des dispositifs intermédiaires, faire de la redistribution des financements en cascade. Là où effectivement on influence, c'est qu'on cherche à développer la localisation de l'aide. Pierre l'a dit, par rapport aux engagements d'Istanbul, on est assez en retard. Alors sur les chiffres, c'est aussi compliqué d'avoir des vraies données parce qu'en fait, même nous, on est incapable de savoir quelle est la part de notre aide publique au développement qui passe par les OSC locales. Parce qu'il y a une partie de dons qu'on peut faire au système onusien qui vont repasser directement sur le financement d'OSC local. Sur quasiment tous les projets qu'on fait avec des OSC françaises, il y a systématiquement quasiment des rétrocessions à leurs partenaires locaux. Mais là, on essaye de progresser. C'est ce dispositif initiative OSC dont j'ai parlé depuis l'année dernière est ouvert aux organisations locales du terrain, donc ce qui demande aussi à l'AFD de s'adapter, ça veut dire qu'il faut faire des formulaires de subvention en anglais, s'adapter à certaines réalités du terrain. On est aussi en train d'augmenter les enveloppes que nous on délègue à nos ambassades pour que nos ambassades aient un peu plus de marge pour faire du financement des acteurs locaux associatifs avec qui ils sont en contact régulièrement. Alors tout ça a été jusqu'à présent relativement facile parce que comme on est dans une logique, comme vous le voyez, d'augmentation quelque part du gâteau, c'était pas grave si on avait plus de personnes autour de la table, mais effectivement, tendanciellement, si, mettons que la courbe d'augmentation des crédits, de l'aide au développement diminue, on sait qu'il va y avoir des enjeux d'arbitrage, que ça peut créer des tensions entre une OSC française et son partenaire. Voilà, qui va accéder, qui va porter le dossier de demande de financement. On sait que c'est des enjeux pas faciles qui vont influencer vos choix d'action sur le terrain. Quelques évolutions aussi qui là ne sont pas dans cette stratégie mais dans les conclusions du CICID. Alors, le CICID, c'est le comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Il se réunit, il n'y a pas de périodicité fixe, mais entre 3 et 5 ans au niveau de la Première ministre. Et donc, ça va fixer un peu nos grandes orientations en matière d'APD. Et il y a une évolution notoire. C'est depuis une vingtaine d'années, on avait une cible de 19 pays prioritaires, qui étaient principalement Afrique francophone et Haïti, où on devait concentrer quasiment 50% des crédits d'aide au développement. Le gouvernement a décidé de faire sauter quelque part ce verrou. Et donc, maintenant, la cible est plus large. Et la cible est que 50% de l'APD française aille aux pays les moins avancés, les PMA, ce qui ouvre effectivement davantage le champ, ce qui va aussi créer des opportunités pour certaines de vos associations qui sont déjà sur ces pays-là, qui seraient des
PMA qui ne faisaient pas partie des 19 auparavant. Mais voilà, l'idée, c'est aussi de se donner un petit peu plus de flexibilité, aussi en fonction des évolutions géopolitiques. On voit que dans certains pays, ça se ferme aux acteurs français ou à l'aide française, ou que pour des raisons de politique et internationale, nous décidons d'arrêter le financement de notre coopération sur ces zones-là. Donc ça va aussi avoir un impact. Et puis aussi, là, on va probablement beaucoup vous encourager à travailler, c'est mobiliser davantage les outils du volontariat. Et donc ça tombe bien, parce que vous avez un représentant de France Volontaire qui est ici et qui, je crois, sera aussi là demain sur les stands. Le président de la République a annoncé ici pour 2027 de pouvoir proposer aux jeunes 3000 missions chaque année de volontariat de solidarité internationale ou de volontariat, enfin de volontaires des Nations Unies ou d'experts tactiques internationales. Il faut ça que ce dispositif de VSI, l'une des particularités françaises par rapport aux dispositifs similaires, un peu soit chez les Japonais, soit chez les Américains avec les Peace Corps, qui sont des dispositifs étatiques, nous c'est un dispositif purement associatif. C'est-à-dire que le cadre est défini par la loi, le financement, le cofinancement est apporté par notre ministère, mais après c'est vraiment l'ONG française qui définit avec l'ONG partenaire du pays la mission, qui peut être sur une partie de l'éducatif, qui peut être sur des questions climatiques, qui peut être sur des questions énergétiques, ainsi de suite. Et donc l'idée c'est vraiment un dispositif associatif, et donc de plus en plus on va effectivement vous encourager à aller mobiliser sur chaque projet, de pouvoir avoir un VSI, sachant que le VSI, on n'a pas de limite d'âge, la moyenne d'âge c'est 32 ans, donc on a des gens qui sont des experts, qui peuvent être là de 1 à 5 ans, donc ça peut vraiment accompagner un projet sur la durée. Bien vu, il me reste 60 secondes. Et une grosse nouveauté, c'est qu'on peut faire de la réciprocité, c'est-à-dire que ce même dispositif de VSI peut permettre de faire venir un Ghanéen en France, peut même permettre pour votre ONG de mobiliser un collaborateur colombien sur un projet au Mozambique, parce qu'on peut faire du sud-sud, parce qu'il n'y a pas de critère de nationalité. Voilà. Alors, j'ai pas eu le temps d'aborder certains sujets, y compris des sujets qui fâchent, mais voilà, n'hésitez pas. Là, on a la session des questions-réponses ou lors de la pause. Voilà, on est tous les trois à votre disposition, et voilà, il n'y a pas de questions tabou. Et donc, quand vous intervenez, présentez-vous très rapidement. Et je pense qu'on va peut-être prendre 3-4 questions d'un coup, et ensuite on y répondra. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? À la fois vous présenter, puis peut-être préciser pour qui plus particulièrement, à qui plus particulièrement est adressée votre question ou votre réaction. On essaiera de faire des réponses courtes parce qu'on n'a que 20 minutes et prendre plusieurs questions à la fois comme l'a proposé Thibaut. Oui, merci. Bonjour, je suis Adrien Delaby, je travaille pour la Maison Sésame, qui est une maison d'accueil pour les familles bloqués à la frontière franco-britannique dans le nord, en situation d'exil. Donc, ils travaillent sur le littoral nord, notamment sur les sujets de Dunkerque et de Calais. Et vous avez dit, Pierre, une phrase qui m'a marqué: je donne ce que je veux pour la crise que je choisis. Je pense que dans cette question de comment les financeurs influencent l'action du terrain des ONG, il y a une grosse influence des financeurs sur le terrain lorsque ces financeurs ne sont pas présents ou pas suffisamment présents. Je pense que c'est un cas dans le littoral nord et les crises migratoires en France pour les exilés. Et j'ai pas de... le constat, c'est que ça influence énormément sur la dépendance envers les bénévoles, le manque de financement pour payer des salariés, pour structurer des associations. Donc c'est beaucoup de bricolage pour toutes ces associations qui essayent de défendre et soutenir les exilés. Donc je cherche surtout conseil de votre part et de votre point de vue. Quel est votre point de vue sur ce sujet et sur l'influence des financeurs qui ne sont pas présents? Et quels sont les leviers pour combler le manque du soutien financier dans les zones de crise délaissées de manière plus globale, pas seulement en France, mais éventuellement dans les autres pays d'intervention des ONG humanitaires? Voilà, je vous remercie beaucoup pour prendre le temps d'essayer de répondre à cette question très compliquée, et je m'en excuse. On va en prendre plusieurs, ça me laissera un petit peu de temps supplémentaire pour réfléchir à la réponse. Question sur la gauche, là-bas, et puis ensuite à droite au premier. Alors, j'ai un gros rhume et j'ai pas peut-être été attentive à tout, donc excusez-moi si vous avez déjà répondu à la question. Sur la localisation de l'aide, et j'ai l'impression... Moi, je suis en RH, excusez-moi, je suis en RH à la Croix-Rouge française, donc je ne suis pas vraiment programme, je vois les choses de loin, etc. Mais j'ai quand même une question par rapport à ça. C'est que j'ai l'impression d'entendre, à travers mes collègues,
obligation, enfin pas obligation, mais on va dire la pression que les bailleurs mettent justement pour accentuer sur la localisation de l'aide, et notamment parfois dans des contextes où c'est pas vraiment possible, ou en tout cas où la neutralité ne serait pas possible d'être respectée, et je pense notamment à la Syrie, il me semble que vous l'avez mentionné aussi, Pierre. Donc pourquoi est-ce que c'est vrai que c'est imposé dans tous les contextes déjà? Bah d'accord, bah super, vous avez répondu, merci beaucoup. Non, et voilà, et comment on fait en fait pour essayer de malgré tout développer ça, parce qu'évidemment que c'est un but qu'on essaye tous d'atteindre in fine, mais qui en effet dans certains contextes est très 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 difficile de mettre en place, ou en tout cas pour garantir une neutralité, une indépendance, voilà. Merci. Merci. Donc Franck Fortuné pour la CIRMA, donc et les réseaux régionaux multi-acteurs. Merci pour les présentations. Vous nous avez fait une présentation. Alors je vais désobéir à la consigne, ça va être une question pour tous les trois. Vous avez une présentation un peu sur la mécanique des fluides, tout d'un point de vue qualitatif que effectivement quantitatif. Là-dessus. La question qui m'interpelle, c'était effectivement comment les financeurs influencent-ils, et puis on s'aperçoit dans ce que vous dites que tout le monde influence, même finalement notre père Dodu, notre mère Michu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont une indignation sélective sur là où ils veulent donner des fonds privés sur les crises qu'ils veulent soutenir. Donc l'État, les ONG, les acteurs privés, les citoyens influencent finalement l'orientation, les secteurs, les géographies de cette aide humanitaire. Donc est-ce qu'il y a un faux débat derrière tout ça en disant mais tout le monde cherche à influencer? Donc du coup, est-ce qu'il faut qu'on ait une indignation sur le fait même d'influencer? Et disons-le un peu plus loin, pour poser la question que M. l'Espagnol voulait poser, c'est-à-dire derrière le mot influence, il y a le mot politisation, qui est un gros mot, etc., mais qui est présent chez tous les acteurs. Donc est-ce qu'on essaye de se départir de ça parce que c'est pas bien méthodologiquement, ou est-ce qu'au contraire on l'assume? Tout le monde cherche à influencer, et effectivement, dans la structuration budgétaire, il faudrait neutraliser cette influence des uns et des autres. Est-ce qu'il y a une structuration budgétaire, comme ça a été présenté, qui serait quelque part idéale là-dessus, avec des acteurs privés, des acteurs publics, etc. Puisque finalement, chacun est suspect. Même, vous le disiez, même sur la relocalisation de l'aide, on se dit, oui, mais attendez, est-ce que les acteurs locaux, ils vont pas influencer selon leurs propres priorités locales, avec des jeux locaux dont on saisit pas tout, donc on a une suspicion sur la localisation de l'aide là-dessus. Donc finalement, tout le monde est suspect d'influence, donc il y a de l'influence de tout le monde. Donc comment fait-on pour structurer un budget qui soit neutre là-dessus? Je vous laisse répondre à ces premières questions, peut-être. On fera une autre. Il y a déjà de quoi répondre. Thibaut, vous régissez sur la localisation? Oui. Il n'y aura jamais 100% de localisation de l'aide, de toute façon. L'idée, c'est effectivement de progresser. Donc, à Istanbul, l'objectif était 25%. On voit que c'est très ambitieux, c'est compliqué d'y arriver. USAID, les Américains, là, se sont, eux, fixés effectivement cet objectif. Quelque part, c'est pas juste une injonction des bailleurs, c'est aussi une manière de refléter l'évolution du monde et la transition d'un système où on avait un système descendant nord-sud à un système qui soit beaucoup plus équilibré et partenarial. C'est effectivement pas simple. Dans d'autres pays, on parle de décolonisation de l'aide, qui n'est pas simplement la question des États comme nous, du ministère, ex-puissance coloniale, mais qui sont aussi sur les rapports de pouvoir au sein même des réseaux d'ONG, entre effectivement les expats qui sont sur place, qui forcément sont plutôt à prendre des décisions, ou les grandes évolutions stratégiques qui sont décidées en centrale. C'est aussi la question du conseil d'administration de l'ONG du Nord. Soit ça peut être un réseau devenu mondialisé qui va être vraiment reflété l'ensemble des membres du groupe, soit ça peut être uniquement une ONG française qui va vous faire un beau discours sur effectivement oui, nous on est vraiment le ici, le là-bas, le partenariat, mais quand vous regardez le CA, et c'est des gens formidables, j'ai pas de doute, mais effectivement ce sera uniquement franco-français ou helvéto-suisse et ainsi de suite. Donc il faut quand même prendre compte de ces évolutions. Et après effectivement c'est compliqué parce que ça nous amène aussi à repenser certains domaines. Je pense sur le cas de l'humanitaire et de l'Ukraine, par exemple. L'Ukraine, effectivement, c'est une rare crise. On arrive dans un pays qui est clairement un pays développé, avec une société civile extrêmement forte du fait de la faiblesse de l'État ukrainien, et donc avec des ONG ukrainiennes, des collectifs de citoyens très impliqués qui ont fait la première réponse et ainsi de suite, mais qui ont très peu en fait de financement qui arrive de la part des bailleurs ou même des ONG occidentales,
Parce qu'effectivement, pour l'ONG ukrainienne sur le terrain qui va reconstruire une école, qu'elle va apporter des colis alimentaires à des déplacés internes, ou qu'elle va fournir des drones ou de l'argent au régiment ukrainien qu'elle parraine, elle ne va pas faire la différence. Alors qu'effectivement, pour un acteur humanitaire, de se dire de travailler avec une ONG qui clairement a un parti pris dans le conflit, c'est pas possible. Et en même temps, c'est effectivement ce que fait cette ONG, c'est aussi une manière d'aider les Ukrainiens. Mais je comprends qu'effectivement, c'est des réflexes qui ne sont pas entendables pour une ONG humanitaire parce qu'il n'y a pas ce principe de neutralité. Et pourtant, ça existe vraiment. Et donc, ce débat sur la localisation, ce n'est pas une question juste de financement, c'est une question comment est-ce qu'on revoit les partenariats entre nous en tant que bailleurs, entre nos États partenaires, notre relation avec les OSC, mais aussi à l'intérieur même des collectifs d'ONG, de l'ONG française avec ses partenaires locaux. Et clairement, c'est pas simple et ce n'est pas que financier. Mais effectivement, après, il y a aussi des questions. C'est clair qu'une ONG locale aura beaucoup de mal à respecter les critères de redevabilité de l'AFD en tant que telle. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'aider à être à niveau, mais aussi pour nous simplifier nos procédures? Je vais enchaîner sur la question que monsieur a posée sur la neutralité, puis on terminera avec la vôtre sur les exilés. Effectivement, ce serait un peu malhonnête intellectuellement de dire on pense que la neutralité est absolue et elle peut s'appliquer sur un plan théorique. On est constamment biaisé, d'une part par tous les facteurs que j'ai pu énoncer au départ. Qu'est-ce qui fait qu'une crise va être émotionnelle? À quel moment? Le fait qu'il y ait eu de façon consécutive des drames diminue la portée du drame, en fait. Ça, j'ai vécu ça cet été, c'était dramatique, littéralement. Le séisme au Maroc se produit. 3 jours plus tard, les inondations en Libye. Il n'y avait plus de Maroc, en tout cas dans les médias suisses. C'était impressionnant. Et ensuite, on est passé encore à autre chose, etc. etc. Donc, entrer dans cette logique-là de redevabilité, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'avis du donateur initial, quel qu'il soit, institutionnel ou privé, c'est en fait des personnes. Ce sont toujours des gens avec leurs biais cognitifs, avec leurs préférences culturelles et avec leurs sentiments à un moment donné, qui vont dire « Ok, on croit qu'il faut intervenir sur telle cause, mais comment le faire ?» Et après, il y a la question de, une fois que nous avons des moyens, comment les mettre en œuvre de cette manière qui serait la garante de cette fameuse neutralité. À nouveau, moi j'ai travaillé en aide au développement pendant 10 ans et j'ai eu la sensation éternelle d'être en négociation avec moi-même, c'est-à-dire d'avoir à faire la part des choses entre ce qui était de la délégation de ressources avec les moyens qui venaient généralement de l'étranger, et c'est un conflit permanent qu'on peut ressentir parce qu'on sait que les richesses, elles se trouvent de façon inéquitable dans une partie du monde et pas dans le reste du monde. Mais comment en faire en sorte que, en face, les partenaires se sentent en situation de décision? C'est tout l'enjeu aujourd'hui de cette aide humanitaire repensée, par laquelle il ne faut pas conditionner les projets à des présupposés. Les présupposés du bailleur comme les présupposés politiques qui peuvent sous-tendre telle ou telle crise. Donc le fait d'en prendre conscience, déjà, je pense que c'est un grand pas en avant. Et très longtemps, depuis que nous travaillons dans ce domaine, on pouvait être mu par des idéaux. On parle récemment de la situation au Proche-Orient qui met à mal de façon évidente le droit international humanitaire, qui était pourtant le socle de croyance. C'est presque une Bible, ces conventions de Genève, mais n'oublions pas qu'elles n'ont qu'un certain nombre d'années. Avant ça, on faisait la guerre, on tuait tout ce qui venait, et puis voilà. Mais donc, la réalité, c'est qu'il faut se repositionner philosophiquement sur le fait que nous devons aujourd'hui penser le monde d'une manière plus juste, mais selon des normes qui ne vont pas être les nôtres occidentales exclusivement. Et à ce titre-là, oui, on est tous suspects d'avoir des biais et d'avoir des présupposés. On y travaille. Et je pense qu'il y a des mécanismes, comme vous l'avez cité, de partage de connaissances, d'avoir des représentants d'autres environnements, et en particulier cette redevabilité aux bénéficiaires dont on parle beaucoup, mais qu'on met très peu en place.
Je parle pour mon organisation, hein, vraiment, on serait très mauvais si on était noté là-dessus, de savoir si les personnes qui ont été aidées ont réellement été consultées en amont sur leurs besoins, ont-elles été mises dans la boucle de la manière dont les interventions se sont produites, ont-elles pu exprimer leurs préférences et ont-elles été consultées sur la qualité de cette intervention après. Je vais essayer de compléter par quelques réactions, ça sera peut-être les dernières, je ne sais pas si on pourra grignoter un petit peu de temps. Au fond, vous avez résumé le fait que le titre, c'était pas une erreur, ce titre, puisque je crois qu'on a tous assumé que personne ne remet en cause. Je crois que personne n'a été langue de bois à cette table, ni le ministère des Affaires étrangères, ni ma voisine pour la structure qu'elle incarne, ni les schémas que j'ai partagés avec vous, qui sont assez éloquents. Donc, le titre, au fond, n'était pas une erreur de casting. Quelques réactions diverses, rapides, quitte à ce qu'on continue après de façon plus informelle. Sur la compassion du public à géométrie variable, elle ne fait pas de doute. Et elle a quelque chose à voir entre le proche et le lointain. Ce proche et ce lointain n'étant pas nécessairement une considération géographique. Et peut-être une considération historique, de diaspora qui sont présentes chez nous. Je vous renvoie aux écrits d'Olivier Weber sur ces questions. Il a beaucoup théorisé sur le protocole compassionnel. Et par exemple, il a quelquefois, ce protocole compassionnel, des allures qui peuvent être étonnantes. Pourquoi est-ce que le séisme au Népal, il y a quelques années, a fait l'objet de dons très très importants de la part de pays européens? On le sait ou on ne le sait pas, tout simplement par le biais des clubs alpins. Tous les clubs alpins des pays développés se sont mobilisés sur le Népal, qui est un haut lieu du trekking et de l'escalade et de l'alpinisme, et ce pays a obtenu pour ce malheur-là. Voilà, c'est quelquefois le visage que peut prendre le protocole compassionnel. Sur le Nord, et les difficultés que vous avez dans la gestion des personnes qui sont en stand-by avant de tenter la traversée, j'ai un exemple qui est similaire à une autre échelle, puisque aujourd'hui je suis impliqué aux côtés de SOS Méditerranée. C'est SOS Méditerranée, c'est ce que vous vivez facteur 10. L'Union européenne, dont je vous ai montré qu'il est le deuxième financeur mondial, refuse de mettre 1 euro au profit des ONG qui sauvent des gens en Méditerranée. Méditerranée centrale, Méditerranée où on dénombre environ 28 000 morts depuis qu'on fait des statistiques depuis 2014. La réponse, et c'est là peut-être qu'on continuera à discuter en bilatéral après, et ce à quoi j'encourage SOS, on est sur un schéma assez classique de construction des politiques publiques, c'est des alliances. C'est des alliances, c'est d'essayer de faire bouger les lignes dans le cadre de la politique européenne en cherchant des alliances qui finissent par déclencher une forme de solidarité européenne sur un malheur qui est à nos portes. Alors on va prêcher la bonne parole au loin et on ne fait rien pour les gens qui tentent la traversée en Méditerranée. Ça soulève quand même des questions de politique publique. Sur la localisation, alors vous savez que c'est un mot qui est beaucoup remis en cause aujourd'hui de la part d'un certain nombre de dirigeants d'ONG dans des pays du Sud. Hein. Ils estiment que le simple fait de parler de localisation, qui pourrait être une évidence, c'est une évidence qu'on ne devrait pas parler de localisation avec une certaine condescendance. Sous-entendu, les premiers acteurs de la solidarité, c'est nous. Chaque fois qu'il se passe un séisme quelque part, chaque fois qu'il y a un drame quelque part, c'est nous. Donc arrêtez de parler de localisation comme si c'était la réaffirmation d'un geste de générosité que vous daigniez nous témoigner, juste que vous sachiez ça. Sur les mécanismes qui aboutissent à ce que Istanbul n'ait pas été vertueux, ils sont de différents ordres. Hein. Et entre autres, les résistances au sein des ONG elles-mêmes. Je vous renvoie au livre de François Audet, l'universitaire d'origine québécoise, dont il a adapté la thèse de sciences politiques ou de sociologie, je ne sais plus, à l'analyse du discours de 7 grandes ONG canadiennes sur leur volonté réelle de transférer le pouvoir financier, opérationnel, etc. aux acteurs locaux. Et en fait, ce qu'il démontre dans sa thèse, c'est que c'est tout pour de faux.
que dans le discours, oui, mais quand on passe au peigne fin, les lignes budgétaires, les transferts financiers, les logiques réelles ou pas de transfert de compétences, ils disent juste c'est tout pour de faux. Et moi qui suis ou qui ai été un dirigeant associatif, je peux vous confirmer que dès que vous vous engagez trop dans ce type de débat au sein d'une grande organisation, vous avez immédiatement les partenaires sociaux qui montent au créneau en disant mais est-ce que ça veut dire à terme qu'on va diminuer la voilure de l'emploi dans nos structures ? Et j'ai eu une vie syndicale dans une autre vie par ailleurs, donc c'est pas ça que je veux dire, c'est que vous vous heurtez à ces résistances qui surviennent parfois de là où vous ne les attendez pas. D'accord ? Voilà, je crois que je vais en rester là, puis on va peut-être essayer de prendre peut-être une deuxième salle où c'est fini. Merci à tous les trois. Pour conclure ce temps de parole, la question de la localisation sera traitée en conférence demain après-midi. On l'a voulu en journée grand public, justement parce qu'elle impacte l'emploi ici et là-bas, et que c'était un débat qui nous semblait avoir sa place avec les futures générations, puisque la journée grand public est aussi tournée vers les jeunes. Et puis, pour rebondir à la question sur les associations de migrants, je passe la parole à Pauline, qui va vous présenter rapidement le Forum mondial sur les migrations et le développement. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je m'appelle Pauline Reynat, je travaille à la mission permanente de la France auprès des Nations Unies ici à Genève. Je travaille auprès du secrétaire général dans l'organisation du Forum mondial sur la migration et le développement, dont le sommet aura lieu à Genève au Centre international des conférences du 23 au 25 janvier. Comme vous le savez peut-être, la France a actuellement la présidence du FMMD, donc de ce forum, depuis le 1er juillet 2022 et jusqu'au 1er février 2024, si on trouve une succession, bien sûr. Je vais vous présenter rapidement ce forum, ses tenants et ses aboutissants. Donc, nous avons décidé de choisir comme thème principal de ce forum comment le changement climatique impacte les mobilités humaines. Et nous avons associé également 5 autres priorités que je note car je les oublie tout le temps. Les droits humains, les diasporas, le travail, la promotion de la culture et du développement, ainsi que la gouvernance multiniveau. C'est un événement de haut niveau qui aura lieu sur ces 3 jours et qui conclura une période de travail de 18 mois, durant lesquels on aura mis en place certains événements, certes, mais aussi des travaux de fond, de table ronde. Le FMMD, c'est le seul processus qui accueille l'ensemble des États des Nations Unies. Donc c'est un forum qui est à la base intergouvernemental, mais qui inclut des représentants des mécanismes de la société civile, des maires, des jeunes, et tout ce petit monde pour mener à bien des réflexions de fond sur ces sujets-là. C'était un forum qui a été mis en place en 2007 à l'initiative de Kofi Annan et qui n'a pas pour objectif de prendre des décisions et des initiatives claires, mais plutôt de nourrir une réflexion de fond sur ces sujets-là, donc liés aux migrations et au développement. Si vous avez la moindre question, je serai dans les parages et je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup. Est-ce qu'on considère que la session est close ou est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps pour une dernière salve de questions-réactions ? On va plus avoir le temps. Ah, ouais. Donc je vois... Bon, Laetitia en fait modère la salle, mais à distance et par un langage corporel sans équivoque. La séance est levée. Merci beaucoup. Merci.